L'ONU a prolongé mercredi les sanctions contre le Soudan jusqu'en septembre 2025. La mesure concerne aussi les sanctions dites ciblées visant des individus et l'embargo sur les armes. Ce renouvellement intervient dans un contexte de guerre entre l'armée et les paramilitaires. Le renouvellement des sanctions permettra de limiter les mouvements d'armes vers le Darfour et de sanctionner les personnes et les entités qui contribuent à des activités déstabilisatrices au Soudan ou qui s'en rendent complices. Toutes ces mesures sont essentielles pour mettre fin à l'escalade du conflit, atténuer la catastrophe humanitaire et remettre le Soudan sur la voie de la stabilité et de la sécurité. Les États-Unis restent engagés auprès du peuple soudanais et continueront à travailler en étroite collaboration avec le pays et les parties prenantes afin de faciliter la paix dans le pays et la région. Une paix mise à mal depuis avril 2023 pour les autorités soudanaises. Le responsable est connu. La guerre que nous vivons est le résultat du soutien des Émirats arabes unis aux milices qui commettent de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre au Darfour. Une guerre qui a déjà coûté la vie à des milliers de personnes et plongé la moitié de la population dans une insécurité alimentaire aiguë. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier en visite dans la région. Déplorant la situation à Gaza, le chef de l'État égyptien a exhorté la communauté internationale, en particulier l'Europe, à agir pour alléger les souffrances des Palestiniens. De notre côté ici en Égypte, nous sommes toujours désireux de jouer un rôle positif, que ce soit avec les Palestiniens, le Hamas en particulier, en coopération avec les Qataris et les États-Unis, mais l'Europe pèse lourd dans la balance. Il est très important dans cette phase critique d'exercer une pression supplémentaire afin de parvenir à un accord qui assure la stabilité et allège la lutte des Palestiniens dans la bande de Gaza. La guerre a causé d'énormes destructions et déplacé environ 90% des 2,3 millions d'habitants de Gaza, parfois à plusieurs reprises. El-Sisi a dénoncé l'usage de la famine comme arme dans le conflit entre Israël et le Hamas. La famine dans la bande de Gaza est utilisée comme une arme contre les Palestiniens. C'est une question très dangereuse qui a un grand impact dans la crédibilité des idées et des principes liés aux droits de l'homme dont nous parlons depuis des années. Il s'agit d'une violation flagrante des droits de l'homme, au vu et au su de tous. L'Allemagne est un allié fidèle d'Israël et la visite du président Steinmeier est la première d'un chef d'État allemand en Égypte depuis près de 25 ans. Et le président élu, Umaru Sissoko Embalo, revient de loin. Il avait rassemblé moins de 28% des suffrages lors du premier tour. La posture de rassembleur qu'il a prise depuis a payé. La Guinée-Bissau ne sera plus le pays que vous avez connu, une Guinée-Bissau où n'importe qui fait n'importe quoi. C'est terminé, plus jamais ça. La Guinée-Bissau va être un pays respecté, où chaque citoyen sera respecté et où personne ne sera plus jamais exclu. Umaru Sissoko Embalo a convaincu les électeurs, après avoir rallié à lui 18 partis d'opposition et la plupart des ténors du pays, dont le chef de l'État sortant, José Mario Vaz. Embalo a été son Premier ministre de 2016 à 2018 et comme lui, il est un ancien du PAIGC. Un parti qu'il a quitté il y a 1 an et demi pour fonder avec d'autres dissidents sa formation politique, le MADEM. À 47 ans, il est celui qui incarnait le mieux le renouveau pour des électeurs bissau-guinéens fatigués par l'instabilité chronique qui colle à leur pays. Depuis son indépendance, il a connu 4 coups d'État et 16 tentatives de putsch. La Guinée-Bissau est aussi devenue une plateforme du trafic de cocaïne, une manne financière alors que les 2 tiers de la population vivent avec moins de $2 par jour. Je n'admettrai que personne, même pas mon propre père, soit impliqué dans le trafic de drogue. Ils n'ont qu'à rester en Colombie ou au Venezuela, avec tout le respect que je dois à ces pays. Je combattrai le trafic de drogue par tous les moyens. Cet ancien général polyglotte, rompu aux questions internationales, aime rappeler qu'il est un musulman marié à une chrétienne. Il a promis qu'il serait le président de la Concorde nationale.
De longues et interminables files d'attente à l'aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi tôt ce mercredi. Plusieurs vols annulés et des passagers livrés à eux-mêmes. La cause, un mouvement de grève lancé par le syndicat des personnels de l'aviation pour protester contre la décision des autorités de confier la gestion de ce hub aérien au groupe indien Adani. Aujourd'hui, je retourne en Chine. C'est la première fois que je vois autant de monde ici et j'ai peur que mon vol soit retardé. Je ne sais pas la raison de cette grève. Nous étions ici depuis le matin et nous n'avons pas pu entrer, mais je comprends la cause. Tout va bien. Dans un communiqué, l'autorité de l'aviation civile a annoncé en fin d'après-midi la reprise des opérations de décollage et atterrissage. Dans la foulée, le syndicat des employés a levé son mot d'ordre de grève. Pour les voyageurs, le manque de communication a impacté cette journée. Il y a une grève, bien sûr, nous le comprenons. Le problème, c'est la communication, les compagnies et l'aéroport. La communication a été très très mauvaise. Il y a des gens qui sont ici depuis 5 heures du matin et qui ne savent rien. C'est très très frustrant. Malgré la décision d'un tribunal de suspendre les négociations avec le groupe indien, les autorités maintiennent les discussions. Le groupe indien devrait prendre en charge l'agrandissement et la modernisation du principal aéroport du Kenya pour près de 2 milliards de dollars d'investissement et une exploitation de 30 ans. La République démocratique du Congo lancera sa campagne de vaccination contre la variole le 2 octobre, soit près d'une semaine plus tôt que prévu. Épicentre de l'épidémie de variole, le pays a jusqu'à présent eu des difficultés à freiner la propagation du virus, parfois mortel, en raison du manque de vaccins. Après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie de variole urgence de santé publique mondiale le mois dernier, plusieurs lots de vaccins ont été envoyés à la RDC. Parmi eux, près de 100 000 doses de vaccins contre le virus Mpox ont été données par la Commission européenne, suivies par 50 000 doses de vaccins en provenance des États-Unis, qui ont également permis de renforcer les efforts pour enrayer l'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la République démocratique du Congo est le pays le plus touché de la région. Il connaît de multiples flambées de variole dues à différentes souches de virus. La flambée actuelle dans l'est du pays est due à une nouvelle variante du clade 1, appelée clade 1B, qui se propage entre les personnes, y compris par transmission sexuelle. 3 jours après le naufrage qui a frappé un bateau avec plus de 125 personnes à bord au large de la ville de Mbour, les recherches pour trouver des survivants continuent, même si les chances sont quasi nulles. C'est face à la gravité de la situation, la mine serrée, que le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé dans la ville de Mbour cette soirée de mercredi. Le constat est clair, la situation devient insoutenable. La nation est en deuil. Et la situation est particulièrement insoutenable. Je voudrais au nom de cette nation, la nation sénégalaise, présenter mes condoléances aux familles éplorées. Ce qui est arrivé ici à Mbour, qui est arrivé quelque peu partout sur les côtes du Sénégal, est le fait des filières de migration qui sont, il faut le dire, dans le trafic d'êtres humains, qui exploitent le désespoir de cette jeunesse et qui leur vendent le rêve d'un avenir meilleur. Si le président accuse les filières de traite humaine au sein de la population, on reproche au nouveau gouvernement d'avoir les priorités ailleurs et non sur la jeunesse sénégalaise qui peine à trouver des emplois. Moussa Diakhaté affirme d'ailleurs avoir tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, mais en vain. Tout flambe au point que notre artisanat qui était en agonie est dans le coma. Cette jeunesse qui n'a plus de perspective continue de plus belle à y aller parce qu'ils avaient promis en promesse de campagne. Dès qu'ils seraient au pouvoir, sans délai, ils allaient prendre en compte les préoccupations de ces jeunes. Hélas, ce n'est pas le cas. Jusqu'au moment où je vous parle. Pour le député Moussa Diakhaté, les parents des jeunes ont leur part de responsabilité. Mais aussi, permettez-moi de dire la vérité à ces parents de ces jeunes qui ont cotisé pour faire partir leurs enfants, qui ont à la limite, à un certain moment aussi, participé à tuer leurs propres enfants. La vérité n'a pas de camp. Si près de 40 corps ont été repêchés à ce jour avec 4 survivants, une cinquantaine de personnes selon les sources manquent toujours à l'appel.
Les autorités promettent d'agir avec force. Le gouvernement est en train de combattre le phénomène. Et pour dire aussi que le gouvernement continuera à traquer ces vendeurs d'illusions, ces marchands de la mort, jusqu'à leur dernier retranchement. L'instant est donc au recueillement dans ce quartier de Bourg qui a vu périr plus d'une dizaine de ces jeunes. Le Sénégal vit l'une de ses pires crises migratoires depuis quelques années.